Alors, il faut qu'on démarre l'électromagnétisme. Qu'est-ce que vous savez en électromagnétisme? Vous savez qu'il y a un champ électrique qu'on note E, un champ magnétique qu'on note B. Déjà, on ne met pas H. Non, je vais le noter B. Je vais le noter B. Il y a toujours eu. Enfin, moi j'ai eu des profs qui me disaient que B c'est pas champ magnétique. Non. H, l'induction magnétique. Non, ça, on l'évoquera quand on fera les champs dans la matière, et je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de le faire. C'est une partie un peu, importante de la physique, mais marginale dans le programme, je pense, par rapport à ce que vous pouvez attendre. Donc non, je vais m'en tenir à B, en tout cas pour l'instant. Donc un champ E, un champ B. Et alors, ce qu'il faut savoir évidemment, c'est l'effet sur les charges d'une part et comment les charges créent ces champs. Donc, la base pour l'électrostatique, c'est le champ de Coulomb. Enfin, c'est la force de Coulomb. Ça, on l'a déjà vu. Deux charges s'attirent ou se repoussent. Donc on l'a découvert au 18... Bon, l'électricité et le magnétisme sont connus depuis la nuit des temps, d'accord, électron, en grec, ça veut dire ambre jaune, et donc les gens avaient constaté, quand on frotte de l'ambre, on attire de la poussière ou des petits bouts de cheveux, des choses comme ça. Bon, c'est l'électricité statique, bref. C'est connu depuis toujours. Quant à magnétique, ça vient de la magnétite, cette pierre qu'on trouvait à Magnésie et ailleurs, une pierre d'aimant, enfin une pierre aimantée. Donc ces phénomènes sont connus depuis toujours. Et ce n'est que très récemment, en fait au 19e siècle, qu'on a découvert le lien entre l'électricité et le magnétisme, deux phénomènes qu'on tenait pour complètement séparés. Et à partir du moment où on a su faire des courants continus, on s'est aperçu que les courants donc électriques, courants de charge, induisaient des champs magnétiques, et on a commencé à faire le lien. Et là, en quelques décennies, on a réussi à unifier notre compréhension des phénomènes électriques et des phénomènes magnétiques dans ce qu'on appelle l'électromagnétisme. Donc, l'étude quantitative physique des phénomènes électriques a démarré essentiellement au XVIIIe siècle avec donc l'identification par Coulomb. D'abord, les gens ont repéré qu'il y avait deux types d'électricité, qu'on appelle maintenant charge plus et charge moins. Et Coulomb a identifié la force exercée entre deux charges, F égale donc une charge Q1 et Q2, disons quelque chose qui est proportionnel aux charges, K, un facteur de proportionnalité, je vous le dis tout de suite, qui est inversement proportionnel au carré de la distance entre les charges et qui est dirigé, alors si c'est la force que la charge 1 exerce sur la charge 2, la force est portée par le rayon vecteur qui va de 1 à 2. Donc, vous avez ici U1, 2, voilà, U de 1 vers 2. Si vous avez une charge Q1 et une charge Q2, la force, donc vous voyez que c'est exactement la même structure que la force de gravitation. Donc au lieu des masses, on a les charges. Puis on a une constante ici. Dans le cas de la gravitation, c'est la constante de gravitation universelle, grand G. Dans le cas, et c'est attractif avec un sigmoïde, dans le cas de la force électrique, eh bien ce cas, en fait, on le renomme souvent, donc c'est une constante universelle, et on le renomme 1 sur 4 pi epsilon 0, pour des raisons historiques. Enfin, en tout cas, c'est une constante, d'accord ? Donc finalement, la force de Coulomb, c'est ici 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 sur R2, Q1, 2. Voilà. Alors, cette force, donc ça c'est Coulomb, 1785, pardon. On l'avait revu avec un siècle d'écart. Il y a quelques cours. Ok. Alors vous voyez déjà que cette force peut être attractive ou répulsive suivant le produit des charges ici.
deux charges de même signe, qu'elles soient plus ou moins, auront un produit ici positif, et donc c'est une force répulsive pour deux charges de même signe et attractive pour deux charges de signe opposés. Alors, l'introduction du champ E, qui est absolument capitale, c'est venu progressivement, c'est essentiellement Faraday qui a introduit la notion de champ, bon, on l'a déjà vu. L'idée, c'est de dire que, donc ça c'est la force que la charge 1 exerce sur la charge 2. C'est une vieille question que se posait déjà Newton avec la gravitation. Comment le corps ici sait-il qu'il y a un autre corps loin à distance qui exerce une force sur lui? Et comment ce corps-là sait-il la distance qu'il y a entre les deux pour savoir quelle est la force qui s'exerce? En fait, on introduit la notion de champ, donc ça c'est une étape capitale de l'histoire de la physique. On introduit la notion de champ. Ce qu'on dit, c'est que la charge Q1 crée partout dans l'espace un champ E créé par la charge électrique Q1. Et ce champ, c'est 1 sur 4pi epsilon 0, toujours la même constante, ça, c'est des raisons d'unité. Ça pourrait valoir 1, hein, il suffirait de changer les unités de Q, et ce truc-là vaudrait 1. Bon, ça vaut 1 sur 4pi epsilon 0, voilà, fois donc Q1 UR sur R2. Ça, c'est le champ électrique créé par la charge Q1, située en 0, ce UR ici. Si vous voulez, donc en chaque point de l'espace, je vais le réécrire comme ça, au point M de l'espace, le champ vaut 1 sur 4pi epsilon 0, Q1, je vais appeler ça, je vais dire PM sur PM au cube, si la charge est en P. D'accord? Donc vous avez une charge au point P, une charge Q1 au point P, je vais même noter Q, charge au point P. Eh bien, en chaque point de l'espace, où que vous soyez dans l'espace, en un point M, il règne un champ ici qui vaut ça, E au point M. Donc E dépend du point où on se trouve. Alors l'intérêt d'avoir introduit ce champ, c'est que maintenant, si vous avez une charge ici, par exemple, vous mettez une charge Q' ici, eh bien, la charge Q' réagit non pas à la présence d'une charge Q au point P, mais à la présence d'un champ E ici. Et la charge Q' ici, au point M, la charge Q' subit une force F égale Q' E au point où elle se trouve. Vous voyez qu'en introduisant le champ, on supprime le problème de l'action à distance. La charge ici ne sait absolument pas qu'il y a une charge loin quelque part là-bas à une certaine distance. Tout ce qu'elle sait, c'est que là où elle se trouve, il y a un champ E. Et donc elle ne réagit pas à la présence de la charge, elle réagit à la présence du champ là où elle se trouve. Comment? Eh bien comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la force de Coulomb. Alors les deux sont la force de Coulomb, hein. Ça, c'est la force de Coulomb subie par la charge Q2 en raison de la charge Q1. Et ça, c'est la force de Coulomb subie par la charge Q' ici, en raison de la présence d'un champ E là où elle se trouve. Ce champ E, il peut être créé par cette charge, mais il peut être créé par tout un tas d'autres distributions de charges. Une charge crée un champ. Si vous mettez une autre charge ici, je vais appeler Q1, puis là Q3, Q12, voilà. Chaque charge va créer un champ, et les champs vont s'ajouter, de sorte qu'il va y avoir ici un champ résultant qui va être la somme de tous les champs créés par toutes les charges. Et si vous mettez ici une particule de charge Q', eh bien, elle va subir une force qui est Q' fois le champ là où elle se trouve. Donc,
ce qui se passe, ce n'est pas des interactions entre les particules 2 à 2, c'est une interaction entre une particule et le champ qui règne en ce point-là. Donc c'est une interaction locale et non plus à distance. Et du coup, tout ce qui compte pour savoir la force subie par une charge, c'est la valeur du champ là où elle se trouve. Peu importe comment ce champ a été créé. Il y a 1000 façons de créer le même champ ici. En mettant une charge là, une là. Vous pouvez mettre par exemple, prenons juste 2 charges. Pour avoir le même champ ici, vous pouvez mettre une charge très élevée loin ou une charge petite proche. Peu importe, ça fera le même champ et ce sera la même force. D'accord ? Donc tout ce qui compte, c'est la valeur du champ au point où se trouve la charge et la force qu'elle subit. Du coup, c'est Q fois le champ là où elle est. D'accord ? Alors, maintenant, la structure de cette force exercée entre 2 charges est telle que le champ dérive d'un potentiel, comme on le dit, c'est-à-dire qu'en fait, la structure du champ dans l'espace n'est pas n'importe quoi. Si vous avez un certain champ en un point, ben le champ juste à côté, il ne peut pas être n'importe quoi. Il y a une espèce de continuité du champ. D'abord, c'est continu. Et en plus, ça varie d'une façon spécifique qui obéit à des lois physiques qui forment les lois de l'électromagnétisme. Pareil pour le champ magnétique, et on verra le lien entre les deux. Alors, on va repartir de la force de Coulomb. Donc l'important pour l'instant, c'est de bien comprendre cette notion de champ qui fait qu'on peut oublier la source du champ. Tout ce qui compte, c'est le champ qu'il y a en un endroit donné. Maintenant, néanmoins, ce qui crée le champ, ce sont les charges. Et donc, une charge Q crée un champ, celui-là, là. E au point N égale U sur 4 pi epsilon 0 R2 UR, hein, où là j'ai implicitement placé la charge au point O. Oh, je vais le remettre comme ça. Ça, vous voyez que ça, c'est en fait, c'est bien du 1 sur R2. Hein. Ça, c'est PM, c'est la norme de PM fois le vecteur unitaire UPM, si vous voulez. Je vais écrire ça, UPM sur PM carré. C'est exactement pareil. Alors, ce champ dérive d'un potentiel dans le sens où vous pouvez constater que il existe V tel que E est en fait moins gradient calculé au point M de V. Et quel est ce V? Eh bien, V au point M, c'est Q sur 4 pi epsilon 0 R. Ou si vous voulez, PM. Enfin, je vais mettre R avec R égale norme de PM. En effet, si vous... Donc, c'est un potentiel, ça s'appelle le potentiel électrostatique. E, c'était le champ électrostatique. Je vais être uniquement en statique hein, pour l'instant. On fera les situations dépendantes du temps plus tard, parce que ça introduit des complications. Potentiel électrostatique. Voilà le potentiel créé en tout point de l'espace par une charge Q située au point O, enfin au point P ici. Donc c'est un potentiel qui a une symétrie sphérique. Ça ne dépend que de la distance à la charge. Si vous avez une charge Q ici, vous avez en tout point de l'espace un certain potentiel. V de M1, V de M2, V de MI. En chaque point, il y a un certain potentiel. Et si vous prenez le gradient de ce potentiel, comme le potentiel ne dépend que de la distance et pas des orientations, c'est-à-dire qu'il y a une symétrie, l'espace est complètement isotrope, ça ne peut dépendre par isotropie que de la distance R. Du coup, le gradient de V, eh bien c'est donc dV
sur dr UR, d'accord? Les termes en d sur dθ, d sur dφ sont nuls, puisque ça ne dépend ni de θ ni de φ. Et donc, si vous dérivez ça par rapport à R, vous allez bien obtenir moins 1 sur R2. Et si vous prenez moins le gradient, vous allez obtenir plus 1 sur R2, donc exactement la valeur du champ. Donc E égale moins gradient V égale Q sur 4 pi epsilon 0 R2 UR. Donc on retrouve le champ. Donc si vous donniez le potentiel ou que vous donniez le champ, c'est exactement pareil, à ceci près que V est défini à une constante près, parce que si vous ajoutez n'importe quelle constante à V, ça donnera le même champ E. Puisque le champ E, c'est la dérivée de V par rapport à l'espace, c'est son gradient. Si vous ajoutez une constante, la dérivée sera nulle. Donc ce qui est physique, c'est le champ E. C'est lui qui imprime une force. La force F égale QE. Mais ce champ E n'est pas n'importe quoi, il dérive d'un certain potentiel qui, dans le cas d'une charge unique, vaut ça à une constante près. Maintenant, si vous avez plusieurs charges, toute une distribution de charges, eh bien c'est simple, chaque charge va créer son propre potentiel, et le potentiel total de la distribution de charges, ça va simplement être la somme des potentiels créés par chacune des charges. On peut difficilement faire plus simple. C'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Ce qu'induit une charge, ce qu'induisent n charges, c'est la somme de ce qu'induit chaque charge individuellement. Donc, pour une distribution de charges, vous avez V qui va être la somme pour toutes les charges I de VI, c'est-à-dire la somme sur I des QI sur 4pi epsilon 0 PIM. D'accord? PI étant la position où se trouve la charge QI et M la position où on regarde la valeur du potentiel. Et E au point M qui est toujours moins gradient de V, comme V c'est la somme des VI, bah le gradient c'est juste une opération de dérivation, donc la dérivée d'une somme c'est la somme des dérivées, donc ça va être la somme sur I des moins gradients de VI. Ouais. Et donc, c'est somme sur I des EI de M, c'est-à-dire des champs créés individuellement par chacune des charges. Le champ créé par une distribution de charges, c'est rien d'autre que la somme des champs créés par chacune des charges. La somme vectorielle, bien sûr. Puisque simplement, les potentiels s'ajoutent scalairement, ce sont des scalaires, mais quand vous preniez le gradient, ben vous obtenez la somme vectorielle correspondante. Donc ça, si vous voulez, ça fait somme sur I des QI sur 4pi epsilon 0. Du coup, PIM sur PIM au cube, ou bien UI sur RI carré. D'accord ? Alors ça, c'est pour une distribution discrète de charges. Maintenant, on peut avoir des distributions continues de charges, c'est-à-dire quand vous avez tout un tas de particules, des milliards de milliards, une mole de particules de charge, en général, exactement comme ce qu'on a vu en électrodynamique, en mécanique des fluides, on ne va pas traiter chaque charge individuellement, on va prendre une moyenne des charges dans un petit volume. Alors si on prend une distribution volumique de charges, on va dire que dans un volume
d'étau on a une charge électrique dQ égale ρ d'étau, où ρ, par définition, est la densité volumique de charge. D'accord? Donc ρ, par définition, c'est dQ sur d'étau. Bon, on a déjà vu ça avec la densité, hein, par exemple. Là, c'est la densité de charge. Alors, quel champ produit cette distribution volumique de charge? Ben, c'est simple, ça va être la somme des champs créés par chacun des petits volumes élémentaires. Donc, le champ E au point M, ça va être la somme sur tout le volume. Hein, donc, vous avez un certain volume où il y a des charges. Pour chaque petit élément de volume d'étau là-dedans, vous avez une charge dQ qui vaut ça, et donc vous allez la considérer comme une charge ponctuelle à l'endroit où se trouve le volume. Hein, donc j'appelle P le point que je considère, puis je vais sommer les contributions sur tout l'ensemble du volume. Donc je fais la somme sur le volume complet de, eh bien, donc 1 sur 4 pi epsilon 0, ça c'est constante standard, fois la charge, donc dQ, c'est-à-dire ρ d'étau, divisé par R2 fois, donc enfin, à nouveau, je vais l'écrire, vous allez voir, PM sur PM au cube. Voilà. Donc c'est ça, vous voyez, cette grandeur-là. C'est dQ. Donc voilà le champ créé par une distribution volumique de charge. On fait comme si c'était des petites charges ponctuelles les unes à côté des autres, d'un volume d'étau au volume d'à côté, et on somme sur tout le volume. Dans tout le volume où il y a des charges. Vous pouvez l'étendre d'ailleurs à l'univers entier. S'il y a des endroits où il n'y a pas de charge, ben ρ vaut 0, mais cette intégrale reste vraie. Donc le champ en un point M, c'est ça. Ou si on préfère, on peut écrire le potentiel électrostatique au point M. Même chose. Alors, c'est la même idée. Vous allez sommer les contributions des potentiels, enfin, les contributions au potentiel de tous les points de la distribution de charge. Et donc, vous allez sommer sur tout le volume, 1 sur 4 pi epsilon 0, la charge, c'est-à-dire ρ d'étau, dans le petit volume, dans le petit volume d'étau, divisé par PM, PM. Norme de PM. Voilà. Et vous pouvez vérifier que moins le gradient de ça, c'est égal à ça. Évidemment, chaque composante créée par chaque petit volume d'étau vérifie que E c'est moins gradient de V, et donc la somme aussi, c'est la somme de toutes les contributions est égale à moins le gradient de la somme de toutes les contributions au potentiel. D'accord ? Alors, on est amené en électrostatique, dans des exercices ou dans des situations pratiques, à idéaliser des distributions volumiques de charge en distribution surfacique. Quand vous avez des charges qui sont réparties à la surface, par exemple à la surface d'un conducteur, on verra plus tard que dans un conducteur, un métal par exemple, les charges se répartissent en surface, pour des raisons qu'on explicitera. Alors en surface, c'est jamais pile à 2 dimensions, mais enfin c'est sur une petite épaisseur totalement négligeable par rapport aux dimensions linéaires de la surface. Et donc vous pouvez considérer que votre distribution volumique, en fait, c'est une distribution surfacique, sur une épaisseur totalement négligeable. Et donc, on représente cette situation en disant qu'on a une densité de surface ou une densité surfacique de charge. Donc, on note en général sigma.
densité surfacique de charge. Et par définition, à ce moment-là, sur un petit élément de surface ds autour d'un point P, quelque part, eh bien, on a une charge dQ qui vaut par définition sigma ds. Donc, sigma, c'est dQ sur ds. Et du coup, quand la distribution de charge est surfacique comme ceci, eh bien, on peut écrire le champ E en un point M quelconque de l'espace comme étant la somme sur toute la surface où il y a des charges de, alors pareil, 1 sur 4 pi epsilon 0, la charge, c'est-à-dire sigma ds, fois PM sur PM carré. PM cube, pardon. C'est 1 sur R2. Et de même, le potentiel au point M, potentiel électrostatique, c'est la somme sur toute la région où il y a des charges de 1 sur 4 pi epsilon 0. La charge, c'est-à-dire sigma ds, dQ égale sigma ds, divisé par la norme de P1. Et bien sûr, E égale moins gradient de V toujours. Voilà, puis le dernier type de distribution qu'on rencontre, c'est une distribution linéique de charges. C'est quand vous mettez des charges le long d'une ligne. Alors on note en général lambda, la densité linéique de charge, qui a une dimension. Par définition, on a alors dQ qui vaut lambda fois, disons, dL. Sur un petit élément de longueur dL, si vous avez des charges réparties sur une ligne, comme ça, sur un fil, si vous voulez, qui a des petites dimensions transverses par rapport à une dimension privilégiée, qui est le long du fil, si vous voulez. Et à ce moment-là, on peut écrire de la même façon le champ électrique et le potentiel, enfin, le champ électrostatique et le potentiel électrostatique associés à cette distribution linéique de charge. Vous pouvez écrire là, mais enfin bon, vous avez compris l'idée. Pardon, ça va être la somme donc à une dimension cette fois, on somme le long de la ligne sur, je vais noter C pour une courbe, hein. C'est pas forcément une droite bien sûr, ça peut être une courbe n'importe laquelle. Ça va être la somme des 1 sur 4 pi epsilon 0 fois dQ, c'est-à-dire lambda dL, PM sur PM cube, c'est-à-dire 1 sur R2. Voilà. Et pareil pour V. OK? Donc dans tous les cas, E égale moins gradient de V, parce que ceci est vrai pour le champ créé par une charge. Vous avez une question? Là, cette fois, j'ai une charge qui est lambda dL, parce que j'ai une distribution sur... Voilà. Donc, vous voyez que c'est exactement... Alors, je peux réécrire pour une charge, E, ça ferait 1 sur 4 pi epsilon 0, Q, PM sur PM cube, et V au point M, égale 1 sur 4 pi epsilon 0, Q sur norme de PM. Voilà. Donc là, vous avez tout résumé au tableau. Pour une charge, c'est ça. Ça, c'est juste le champ de Coulomb tel qu'on l'a vu. Tel qu'on l'a vu à partir de la force de Coulomb primaire, celle de 1785, là, Q1, Q2 sur 4 pi epsilon 0 R2 UR. Donc vous avez une correspondance. Q, pour une charge discrète, devient ρ des taux pour une distribution volumique,
devient sigma ds pour une distribution surfacique et devient lambda dl pour une distribution linéique. Mais c'est qu'une seule et même formule. Ça, c'est pour une charge. Si vous voulez une somme de charge, vous allez avoir ça, et pareil ici. OK? C'est clair? Yes? Très bien. Est-ce que vous avez des questions là? Non? Ça va. Alors, soit on passe tout de suite au champ B. Ouais? Ok, allez. Puis après on fera le théorème de Gauss et le théorème d'Ampère. Donc, les charges créent un champ E. Les charges stationnaires sont la source du champ E, ça c'est le point de départ, et le champ E agit sur les charges de quelle façon? Eh bien, via la force F égale QE. Quelle est la source du champ B? Eh bien, donc ça, c'est ce qui a été découvert essentiellement par Ørsted, et puis formalisé admirablement par Faraday. La source du champ B, ce sont les courants, le mouvement des charges. Donc les charges stationnaires créent un champ E. Alors ça c'est l'électrostatique, parce que les charges peuvent aussi être en mouvement, mais de façon électrostatique. On va y revenir après. En magnétostatique, donc ça c'est la création des champs électriques permanents, et là ça va être la création de champs magnétiques permanents, magnétostatiques. Alors là, ce qui va créer les champs B, ça va être les courants. Alors en magnétostatique, on veut des champs B constants, permanents, statiques, et donc il faut des courants statiques. Mais évidemment, un courant, c'est déjà un mouvement de charge. Donc les charges ne vont pas être statiques, sinon il n'y aurait pas de champ B du tout. Mais donc en magnétostatique, on va avoir des charges en mouvement constant, mouvement stationnaire. Donc ça va être des courants stationnaires, des courants de charge stationnaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui bouge, sinon il n'y aurait pas de courant, mais le courant lui-même est stationnaire. Donc les courants I, les courants I permanents créent un champ B on va voir de quelle manière, et en retour, le champ B agit sur les charges également. Donc ça, charge en mouvement. Et le champ B agit sur les charges en mouvement. De quelle façon? Quelle est la force qu'un champ B exerce sur une charge en mouvement? De manière arrêtée, pareil, au contraire au mouvement. Non. Contraire à l'origine des causes qui non. Enfin, je vois ce à quoi vous faites allusion, mais pas directement sur une charge. Là, vous faites référence au champ induit qui va créer un flux qui s'oppose à la variation de flux qu'a créé le courant induit. Mais ça, ce sera valable pour
pour les champs dépendants du temps. Là, on est en magnétostatique, vous avez des courants stationnaires, c'est-à-dire des charges en mouvement permanent qui créent un champ B, mais quelle est l'action d'un champ B sur une charge en mouvement? Ça sera vectoriel B. Yes. Vous connaissez tous, non pas tous, la force de Lorentz? Ça vous dit rien? F égale QV vectoriel B. D'accord? Alors, ce qu'on appelle force de Lorentz, en fait, c'est la somme des deux, hein, parce qu'il peut y avoir un champ E et un champ B. À ce moment-là, en chaque point de l'espace, si vous avez une charge Q, elle subit la force QE s'il y a un champ E, plus QV vectoriel B s'il y a un champ B. Alors, évidemment, si la charge est statique, c'est-à-dire que sa vitesse est nulle, bah, du coup, cette force est nulle. Donc, une charge au repos ne subit que le champ électrique. Mais une charge en mouvement subit l'action du champ magnétique. Donc vous voyez, les charges stationnaires créent un champ E qui agit sur les charges stationnaires de cette façon-là, et les charges en mouvement, regardez, on va se mettre dans le cas des courants permanents, créent un champ B qui agit sur le mouvement des charges de cette façon-là. Ce QV là joue le rôle de Q, là. Hein, donc ici, c'était les charges statiques, donc c'est juste la charge elle-même, du fait qu'elle existe, elle crée un champ E, et le champ E agit sur la charge, quel que soit son mouvement. Et la situation B, c'est la même chose à ceci près, que c'est le mouvement de la charge qui crée le champ B, et que la force que le champ B exerce sur la charge est liée à son mouvement. En fait, c'est une force qui dépend de la vitesse. Alors, on a vu ce que valait le champ E ici. C'est donc Q sur 4 pi epsilon 0 R2 UR. Et on a vu que E dérivé d'un potentiel V, lequel V vaut Q sur 4 pi epsilon 0 R. Qu'en est-il pour B? Eh bien, c'est quasi pareil. Il y a une analogie formelle dont il faut s'imprégner. C'est quasi pareil, sauf que, en fait, en gros, on va remplacer la charge Q par QV. Parce que cette fois, c'est le mouvement de la charge qui crée le champ B. Mais, du coup, si on remplace Q par QV, on remplace un scalaire par un vecteur. Or, ce qu'on veut, c'est un vecteur au bout du compte. Et là, il va apparaître quelque chose qui est essentiel à la fois dans la symétrie et l'asymétrie entre E et B, c'est un produit vectoriel. Alors, je vous donne la loi qui permet d'écrire le champ B connaissant les courants. C'est ce qu'on appelle la loi de Biot et Savart. Cette loi nous dit que B, c'est... Alors, quand vous avez... Le problème en magnétostatique, c'est que vous ne pouvez pas juste avoir une charge Q qui va à une vitesse V, parce que ça... Enfin, vous pouvez avoir ça, mais ça, ce ne sera pas une distribution de courant statique, puisque à un instant, la charge est ici, puis l'instant suivant, elle est là, puis elle va par là. Enfin, et donc, la situation change. Si vous voulez avoir une situation statique qui va toujours créer le même champ, il vous faut un circuit électrique dans lequel circulent des charges de façon permanente. Et donc, il faut que ça revienne sur soi-même, parce qu'une fois que la charge est partie de là, il faut qu'il y en ait une autre qui la remplace. C'est le principe du courant stationnaire. D'accord ? Donc, en fait, je vais vous donner la formule de Biot et Savart dans le cas d'un courant permanent dans un circuit électrique. Alors, la loi en question... Alors, il y a la seule chose qui change, c'est que le epsilon 0 en bas devient mu 0 en haut. Il y a toujours le 1 sur 4 pi. Tout ça, c'est des conventions, hein, c'est une question d'unité, mais c'est comme ça qu'on fait. Donc, alors, mu 0 sur 4 pi. Et puis, pardon, je vais faire la somme. Donc, je somme mu 0 sur 4 pi I dl. Donc je somme sur tout le circuit vectoriel PM sur PM cube.
Bon, voilà la formule de Biot et Savart, à savoir, bien sûr. Hein. Mais pour bien la... Oui. De savoir un peu... le fait que B, ça dépend de ses conventions. Comme ça va intervenir des produits vectoriels, ça dépend. Oui, je vais y revenir. Enfin, effectivement, B n'est pas un vecteur, mais un pseudo-vecteur. On a déjà parlé des pseudo-vecteurs à l'occasion en mécanique. Vous vous rappelez qu'on a parlé des pseudo-vecteurs avec les vecteurs rotation? Ça vous dit rien, ça? Quand on regarde un truc qui tourne dans un miroir, son vecteur rotation n'est pas symétrique, mais l'opposé du symétrique. On y reviendra. Je ne vais pas vous faire ça tout de suite, mais effectivement, c'est un point capital lié à la présence du produit vectoriel. Pour l'instant, tenons-nous-en à ça. Donc ça, c'est pour une distribution de courant linéique le long d'un fil. D'accord ? Alors, continuons l'analogie avec E. On avait E qui, par sa forme même, dérive d'un potentiel qui vaut ça. Voilà. Est-ce que B dérive d'un potentiel? Existe-t-il un potentiel dont B soit la dérivée au même titre que E est moins le gradient de V? Alors la réponse est oui, mais pas par un gradient, ni par une divergence, mais par un rotationnel. Donc il y a ce qu'on appelle un potentiel vecteur. Qu'on note A. Donc le potentiel vecteur A est tel que B égale rotationnel de A. Vous rappelez que rotationnel, c'est nabla vectoriel A. Le gradient, ici, E, le gradient, c'est juste nabla appliqué au champ scalaire V. Là, on l'applique à un champ vectoriel, et donc effectivement, ça pourrait être la divergence, mais si on appliquait la divergence, ce serait un scalaire, et on veut un vecteur, donc il n'y a pas le choix, en fait, c'est rotationnel de A. Par ailleurs, comme B est un pseudo-vecteur, justement à cause de ce produit vectoriel, ça ne pourrait pas être un gradient d'un scalaire, parce que le gradient d'un scalaire, c'est un vrai vecteur. Donc c'est forcément, la seule chose qu'on puisse faire pour le champ B, c'est dériver un champ vectoriel à travers un produit vectoriel. Et donc voilà. Et du coup, A est un vrai vecteur. B est un pseudo-vecteur, A est un vrai vecteur, et le produit vectoriel ici transforme, produit vectoriel de deux vrais vecteurs donne un pseudo-vecteur. De même que le moment cinétique MOM vectoriel V est un pseudo-vecteur. J'ai l'impression que ça vous est sorti un peu d'idée, ça, l'histoire de pseudo-vecteurs. Je suis sûr qu'on en a parlé. Bon, on y reviendra parce que c'est important là, pour les symétries. Soit dit en passant, ça c'était un point gratos aussi. Hein, dans les capes blanches, juste ça. Définition du moment cinétique. Ouais, ça c'est on l'a vu. Ouais, bah pas tous. Pas tous écrits. Et que vaut A alors? Comment obtenir A? De même qu'on a vu comment écrire E à partir des charges, on a vu aussi comment écrire le potentiel à partir des charges.
Là, c'est le champ B à partir des charges en mouvement, à partir des courants. On peut aussi écrire A à partir des charges en mouvement. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, A, ça va être la somme, sur tout le circuit, hein, de, eh bien, pareil, mu0 sur 4pi, IDL. DL, je ne l'ai pas précisé. DL, c'est le petit élément. Hein, vous avez ce point-là au point P. Le point P ici, vous prenez un petit élément de circuit DL ici, d'accord? Et ce petit élément contribue au champ B en un point M ici, quelconque, n'importe partout dans l'espace, de cette façon-là. Si vous voulez, ça, c'est, entre guillemets, la contribution du petit élément de circuit DL. Et puis, si vous voulez le champ B total, ben, vous sommez sur tous les petits éléments de circuit. D'accord? Donc là, ça fait ça divisé par nombre de PM. Okay. Donc c'est exactement analogique de ce qu'on a vu pour le champ E, sauf que C plus Q, c'est IDL. D'accord? Alors on va voir tout de suite d'ailleurs pourquoi c'est IDL, et puis on va le généraliser. Ou plutôt je vais... Ouais. Je vous laisse digérer ça 2 secondes, l'écrire d'abord et puis le digérer. Donc vous voyez l'analogie, hein, c'est... Je peux effacer A, c'est bon? N'écrivez pas ça, c'est juste pour qu'on l'ait, enfin vous l'avez déjà. Donc on avait, dans la version linéique, on avait somme de 1 sur 4pi epsilon 0 lambda dl pm sur pm cube et V égale somme d'accord, on avait ça pour le champ E et pour le champ B, on a ça. Donc au lieu de 1 sur 4pi epsilon 0, c'est mu0 sur 4pi. Ça c'est juste une constante, on peut sortir de l'intégrale d'ailleurs. Hein. Et ensuite, vous aviez lambda dl, la charge fois la longueur. Et ici, vous avez le courant fois la longueur, mais du coup, attention, ça, c'est un scalaire, et ça, c'est un vecteur, donc vous prenez le produit vectoriel au lieu de juste multiplier par le vecteur. Mais bon, c'est exactement pareil. Et formellement, E, c'est moins gradient de V, et là, B, c'est rotationnel de A. C'est-à-dire, si vous calculez le rotationnel de ça, vous allez avoir, vous mettez... C'est un opérateur linéaire, vous pouvez le mettre dedans, ça aussi c'est une constante, ça sort. Ben, le rotationnel de 1 sur P, enfin de 1 sur PM, c'est ça vous donne vectoriel PM sur PM cube, on peut le calculer, enfin, formellement ça marche, d'accord? Donc ça c'est l'équivalent de ça. Alors qu'en est-il maintenant pour une distribution volumique, surfacique? C'est tout, ou voire même individuel de charge, mais c'est un peu plus délicat parce que du coup c'est plus permanent comme je le disais. Pour une distribution volumique, ce IDL, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est I? Vous vous rappelez I en fonction de J, la densité de courant? Absolument, I c'est somme de J ds à travers sigma. Hein, si vous avez un fil comme ça, une densité de courant J, et puis vous avez à travers une section sigma ici, un vecteur ds, on a I à travers la surface sigma, en fait c'est la somme de J ds, où J, vous vous rappelez, J c'était quoi? C'était ρV.
la densité fois la vitesse. Donc ici, ce IDL, en fait, si on prend un petit élément de volume, si maintenant on considère au lieu d'avoir du courant dans un fil, supposons qu'on ait un volume complet, et dedans des charges qui se déplacent partout, dans le volume, et plus dans l'approximation d'un fil à une dimension. Considérons le mouvement des charges volumiques. Alors dans un petit volume d'étau, en fait, ce IDL, c'est du JDS-DL. C'est J d'étau, en fait. Donc, distribution volumique de courant. On va obtenir la formule pour B en remplaçant simplement IDL par J d'étau. Vous voyez la logique? Du coup, je vais l'écrire, la formule. Le champ B créé par une distribution volumique de courant, c'est la somme sur tout le volume de, alors on y va, mu0 sur 4pi. IDL, maintenant, c'est J d'étau. Vectoriel PM sur PM cube. D'accord. Et que vaut le potentiel vecteur? Pareil. La somme sur tout le volume, je ne suis plus simplement le long d'un fil, je considère la distribution complète volumique de courant. Mu0 sur 4pi. J d'étau. Sur norme de PM. Ouais. Et supposons que maintenant on ait une nappe de courant, une distribution surfacique de courant. Des charges qui se déplacent comme ça, non plus suivant une ligne, non plus suivant dans un volume, mais le long d'une surface, c'est-à-dire sur une petite épaisseur, très petite, devant les dimensions linéaires de la nappe, de la surface en question. Donc on fait l'approximation que c'est vraiment à deux dimensions. À ce moment-là, on va simplement avoir une densité de courant surfacique, JS, JS, voilà. C'est-à-dire sigma la densité surfacique de charge fois V, de même que J c'est ρ V, JS ça va être sigma V, sigma densité surfacique de charge là où on se trouve, et V la vitesse des charges au point que l'on considère, et on va avoir B qui va être la somme sur toute la surface où il y a des charges, je peux l'appeler sinon je vais l'appeler S, de mu0 sur 4pi, JS ds vectoriel PM, toujours ce produit vectoriel divisé par PM cube. C'est-à-dire ça décroît en 1 sur R2, comme pour le champ d'une charge électrique. Et le potentiel vecteur, lui, décroît en 1 sur R, comme le potentiel électrostatique. Ça va être la somme double sur la surface de mu0 sur 4pi JS ds sur PM au cube. PM norme de PM, pardon. 1 sur R. Bon, ça fait beaucoup de formules qu'on écrit, mais vous voyez bien que c'est toujours exactement la même. Hein. Moyennant le remplacement de... alors, la loi de Biot et Savart a une dimension, c'est... On a IDL, ici. Ce IDL, ou celui-là. À 2 dimensions, ceci est remplacé par JS ds. Et à 3 dimensions, c'est remplacé par J d'étau. Alors, quelle serait la version discrète de ça? Eh bien, ce serait simplement ce
ce J des taux, vous voyez que J c'est ρV, rappelez. Donc ça c'est ρV des taux, et donc c'est V fois dQ. Donc la version discrète de ça, ce serait QV. Alors je mets des guillemets parce que si on a juste une charge, on n'a pas quelque chose de permanent, parce que la charge n'est pas toujours au même endroit. Mais donc on ne peut pas avoir un QV permanent. Sauf si on le remplace par un autre, et justement c'est un courant. Mais dans l'idée, c'est exactement pareil. Donc, si on reprend l'analogie avec le champ E, E, c'était 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur R2 UR, ou Q sur PM sur PM cube. Et V égale 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur norme de PR. Eh bien, pour le champ B, vous remplacez Q par QV, en quelque sorte. Et donc, vous avez ici le potentiel vecteur A qui vaut 1 sur 4 pi epsilon 0 QV sur PM. Alors, par contre, mettez bien les guillemets parce que ceci n'est pas vrai, hein, parce que c'est pas permanent, pour la même raison que je viens de dire. Hein. Mais c'est ça l'idée, et B, ça va vous faire pareil. Par contre, si vous remplacez Q par QV, il faut, on va mettre DQ, voilà, je vais mettre DQ pour une petite charge DQ. Pardon. Vous ne pouvez pas appliquer un vecteur à un autre vecteur, vous mettez le produit vectoriel. Et mettez bien les guillemets. Donc, ça, ce serait pour une charge, mais ça ne marche pas pour une charge, il faut un courant. Et donc, à ce moment-là, le QV en question, vous le remplacez soit pour une distribution volumique par J des taux, soit pour une distribution surfacique par JSDS, soit pour une distribution simplement filaire, linéique, un circuit électrique standard, par IDL. Et à ce moment-là, vous pouvez passer des formules pour E et V aux formules pour B et A. C'est exactement la même chose. À cette petite chose près, que du coup, comme vous avez un vecteur, vous êtes obligé d'introduire un produit vectoriel. Et donc, ici, le E égale moins gradient de V, A pour équivalent, B égale rotationnel de A. Ceci est vrai de façon générique, donc quelle que soit la distribution linéique, surfacique, volumique, ça reste vrai, bien sûr. OK ? Vous voyez le paysage ? Oui ? C'est un beau paysage. Bon, ça a l'air un peu confus quand on regarde le tableau comme ça, mais en vrai, il n'y a qu'une formule hein, que vous connaissez déjà, en fait. Ça, vous connaissez déjà. Enfin, ça et ça. Enfin, si vous avez ça en prenant le gradient. Et tout le reste, c'est juste l'analogie qui se déroule. OK. Oui, et d'ailleurs, pour la finir, cette analogie, retour sur l'action. Donc, les charges Q créent un champ E qui agit sur les charges par la force QE. Eh bien, les courants QV créent un champ B qui agissent sur les courants QV. Comme ça. Donc vous voyez, c'est Q devient QV et vectoriel, puisque du coup, vous avez un vecteur. Là, c'est un scalaire appliqué à un vecteur, vous pouvez. Si vous en avez fait un vecteur, bah, il faut prendre le produit vectoriel, il n'y a pas de choix. OK ? L'analogie est vraiment globale.
avec le fait que, puisque vous passez des charges à leur courant, donc qui tient compte de la vitesse, eh bien vous avez un produit vectoriel qui apparaît, et ce produit vectoriel, maintenant on va voir qu'est-ce qu'il modifie sur les propriétés de symétrie. J'ai pas ma montre, quelle heure il est là en fait? 17h15. 17h15. Ouais, il reste 45 minutes, ok. Est-ce que vous avez des questions? Non? Et juste. Ouais. Tout est défini à une. Alors, constante près, donc. V est défini à une constante près, puisque ce qui compte, ce qui est physique vraiment, c'est le gradient de V. Donc si vous ajoutez à V une constante, ça ne changera rien. A est également défini à quelque chose près, parce que tout ce qui compte, c'est d'avoir le champ B. Le champ B, il dérive de ce potentiel, mais si vous ajoutez une constante, ce sera toujours le même B. Et vous pouvez même faire bien mieux qu'ajouter une constante. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter à A sans changer B? Donc, V définit à une constante près, parce que V' égale V plus V0 donne E' égale E, d'accord? Moins gradient de ça, c'est moins gradient de V, donc c'est E. A est défini à quoi près? Le potentiel vecteur. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à A sans que B change? Je vais me mettre là. B, c'est rotationnel de A. Donc je peux ajouter à A n'importe quoi dont le rotationnel est nul. D'accord? Si de A, je passe à A' égale A plus comment je vais l'écrire? Un truc K. Alors j'aurai rod de A' égale rod de A. Si et seulement si, rod de K égale 0. D'accord? Quel est le champ vectoriel K le plus général dont le rotationnel soit nul? On a déjà évoqué ça en hydrodynamique. C'est le théorème de Poincaré là, qui nous dit qu'il y a une réciproque. Ouais. Donc, rotationnel de K, c'est nabla. Si on prend la divergence de tout ça. Alors en fait, si ça c'est une divergence, pardon, si ça c'est un gradient, si K c'est le gradient d'un truc, de phi, alors nabla vectoriel nabla, ça fait 0. Donc en fait, si K est le gradient de quelque chose, si vous voulez, le rotationnel du gradient de n'importe quoi, c'est toujours égal à 0. Et ce que nous dit Poincaré, c'est qu'en fait, si vous avez un rotationnel qui est nul, alors le champ de vecteur est le gradient d'un certain champ. La réciproque est vraie. Ça, c'est évident. Le rotationnel d'un gradient, c'est 0, parce que ça vous fait nabla avec... Enfin, c'est une façon de s'en souvenir. Nabla vectoriel nabla, un produit vectoriel entre deux vecteurs parallèles, ça fait 0. Sinon, vous pouvez passer aux composantes, faire ce que vous voulez. Ceci est vrai. Le gradient, le rotationnel de n'importe quel gradient, c'est nul. Mais en fait, la réciproque est vraie. Si vous avez un rotationnel d'un champ de vecteur qui est nul, alors ce champ de vecteur est le gradient d'un champ scalaire. Donc ça fait une liberté colossale. V est défini à une constante près, mais A est défini à un gradient près. Donc vous pouvez ajouter à A
le gradient de n'importe quelle fonction, c'est-à-dire, vous voyez que vous avez une liberté vraiment colossale. Parce que pour phi, vous pouvez prendre n'importe quelle fonction de l'espace. Enfin, n'importe quelle fonction dérivable, smooth, quoi. Sinon, vous ne pouvez pas reprendre son gradient, mais un truc continu, dérivable, gentil, mais qui peut être vraiment n'importe quoi. Hein. Il y a 1000 façons de faire un champ dans l'espace. Donc, n'importe quelle fonction phi, si vous ajoutez son gradient au potentiel vecteur, vous avez un autre potentiel vecteur qui est tout aussi valable que le premier. Donc ça s'appelle la liberté de jauge. On dit qu'on choisit la jauge. Liberté de jauge, comme ceci. Qui traduit le fait que ce qui est physique, ce qui agit sur les corps, c'est le champ E ou le champ B. Ici, le champ B. Et donc la représentation de ce champ sous la forme d'un potentiel vecteur est arbitraire. Tout ce qu'on veut, c'est que son rotationnel, ça donne B. Mais il y a plein de façons de prendre un champ dont le rotationnel est B. Et donc, on a une liberté de choix, on choisit ce qu'on veut. Alors, suivant les situations, il peut être astucieux de choisir tel potentiel vecteur ou tel autre. Dès lors que le rotationnel est le même, c'est égal. Alors, il y a deux jauges, il y a deux jauges qui sont très utilisées. La jauge dite de Coulomb et la jauge dite de Lorentz. Alors la jauge de Coulomb, par exemple, quand on fait de l'électrostatique ou de la magnétostatique, c'est une jauge qui est utile. En fait, donc je vais l'écrire, jauge de Coulomb. Dans la jauge de Coulomb, on impose que la divergence de A égale 0. En fait, il y a tellement de liberté dans le choix de A qu'on peut imposer que cette divergence soit nulle. C'est-à-dire que si vous avez un premier A, vous avez un A dont la divergence n'est pas nulle. Si div de A n'est pas nul, eh bien vous pouvez écrire A' égale A plus un certain gradient de phi pour une fonction quelconque, et vous voulez que la divergence de A' soit nulle. Ça, ce sera vrai si vous avez divergence de A plus div de grade de phi égale 0. Div de grade, c'est le Laplacien. Vous vous souvenez? Ça, c'est delta phi. Et donc, si vous avez delta phi qui vaut moins div de A, alors ça va faire le job. D'accord? Si vous avez un potentiel vecteur, soit sa divergence est nulle et c'est gagné, vous êtes dans la jauge de Coulomb. Soit cette divergence n'est pas nulle, alors ça vaut quelque chose. En chaque point, ça vaut quelque chose de différent. Mais si vous prenez phi tel que son Laplacien soit moins div de A, et ça c'est une équation différentielle, ça se résout. Vous résolvez cette équation, vous allez avoir un certain phi, et ce phi-là, vous êtes sûr que si vous l'ajoutez à A, alors la divergence de A', qui est la divergence de A plus la divergence de gradient de phi, bah ça va faire divergence de A plus moins divergence de A, c'est-à-dire 0. Donc si votre A ne vérifie pas div de A égale 0, il suffit de lui ajouter la solution de cette équation-là, qui existe toujours, moyennant des conditions standards, enfin physique, il n'y a pas de souci pour résoudre cette équation. Il existe toujours un phi tel que le Laplacien de phi vaut moins div de A, et à ce moment-là, vous pouvez remplacer A par A plus gradient de phi. Ça reste un parfait bon potentiel vecteur, au sens où rotationnel de A', c'est toujours rotationnel de A, puisque le rotationnel du gradient fait 0. Donc le rotationnel de A', c'est toujours B, donc c'est un très bon potentiel vecteur qui fait le boulot, B en dérive, mais en plus, sa divergence est nulle. Autrement dit, vous pouvez toujours imposer que la divergence du potentiel vecteur soit égale à 0. Quand on fait ça, quand on choisit le A très particulier dont la divergence est nulle, son rotationnel est égal à B, ça c'est sûr, mais en plus sa divergence est nulle, alors on dit qu'on s'est mis dans la jauge de Coulomb. Alors quand on a des situations dépendantes du temps,
on aime bien se placer, parfois en particulier quand on étudie les ondes électromagnétiques, dans ce qu'on appelle la jauge de Lorentz, qui impose une relation avec une dérivée temporelle. Je ne vais pas l'écrire tout de suite, mais on fera ça plus tard. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a une liberté de jauge. En plus d'exiger que rotationnel de A est égal à B, on peut exiger une condition supplémentaire, ce qu'on veut. Et je vous dis, ça c'est utile, mais d'autres le sont aussi. Et puis des fois, on s'en fiche. Hein. Des fois, on travaille juste avec B et A, on s'en fiche. Enfin bon, vous verrez les situations. Mais en tout cas, sachez qu'il y a cette liberté qui est beaucoup plus grande pour A que pour V. V, c'est juste défini à une constante près. Bon, ok. Mais pour A, comme on prend le rotationnel, on peut ajouter n'importe quel gradient, et ça, c'est une liberté colossale. Ok ? Alors, soit on fait une ou deux applications, soit on continue à être un peu formel et je fais le théorème de Gauss. Ou... Non. Petite application, allez, d'accord. Je peux effacer, c'est bon? Non, à droite, d'accord. Allez, on va calculer le champ E créé par un plan infiniment chargé, enfin par un plan infini uniformément chargé. Donc exercice 1. Champ E créé par un plan infini uniformément chargé de densité surfacique de charge sigma. C'est un plan, hein, donc c'est surfacique. Je mets des charges en surface sur un plan. Et je me demande, donc, comme il y a des charges, ça crée un champ E. Alors, est-ce que ça crée un champ B? Non, parce qu'il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement de charge. Donc, des charges statiques, ça ne crée pas un champ B. Enfin, ça crée un champ B nul. Par contre, il y a des charges, donc il y a un champ E. Et la question, c'est que vaut E partout dans l'espace? Je vais prendre un point quelconque de l'espace, M, puis je vais calculer le champ en ce point-là, puis je verrai comment ça varie, et quelles sont les propriétés, etc. Donc c'est un exercice classique, qui peut se résoudre aussi par le théorème de Gauss, mais on va le faire brutalement. En l'occurrence, c'est pas très compliqué, et on introduira le théorème de Gauss après, qui permet de résoudre des cas simples où il y a des distributions avec des symétries un peu sympathiques. Le théorème de Gauss est très pratique et pourrait être appliqué ici, mais là on va le faire simplement en appliquant la formule. Quelle formule? La formule qui donne le champ E en fonction de la position des charges. Alors on a une distribution surfacique, donc c'est quoi? Ça va être sommé sur tout le plan, là, partout il y a des charges, de, alors 1 sur 4 pi epsilon 0, fois la charge, c'est-à-dire sigma ds, fois Pm sur Pm cube. D'accord? Alors c'est vrai tout le temps. Quand c'est le volume, on met ρ des taux. Quand c'est linéaire, on met lambda dl. Et quand c'est juste une charge, on met Q. Mais c'est toujours... si vous voulez, ça c'est 1 sur R2. Je peux l'écrire aussi comme ça. U sur R2 étant bien entendu que ce U-là, c'est le rayon vecteur qui joint le point où il y a la charge au point où on calcule le champ. Ah bon, je vais le remettre Pm sur Pm cube. Alors vous voyez la difficulté a priori, c'est que là vous avez un petit élément de volume qui crée un champ comme ça, puis un petit élément de volume ici qui crée un champ comme ça,
puis un petit élément de volume ici très loin, qui crée un champ presque horizontal, mais par contre tout petit, parce que du coup, cette charge-là, elle est loin, hein, ça décroît en 1 sur R2. Là, ici, il y a un petit élément de volume, enfin un petit élément de surface qui crée un champ comme ça, et puis il faut faire la somme de tous ces champs, et puis on aura le résultat. Donc il n'y a pas de difficulté de principe, chaque charge, chaque petit dQ en un point P quelconque, crée un champ qui est Q sur 4pi epsilon 0 R2, dans la direction qui s'éloigne de la charge, et puis il faut faire la somme. Simplement, pour faire cette somme, on va essayer d'être un peu astucieux, et on va regrouper les points. Ce qui serait astucieux a priori, ce serait de regrouper tous les points qui sont à la même distance de M. Non, c'est assez tentant. Je peux effacer là maintenant, hein. Oui. Oui. Je vais grossir un peu. Donc, je m'intéresse au champ en un point M, et je vais appeler H son projeté orthogonal sur le plan ici. Ou même O, tiens. De toute façon, il y a une symétrie par translation, hein. Si j'ai le champ à une hauteur, je vais l'appeler H, une hauteur H au-dessus du plan, où que je sois, comme c'est un plan infini, ça va être le même champ. Donc je me mets au-dessus du point O, enfin j'appelle O le point au-dessous du point M. Et alors, je sais déjà... Parlez-moi un peu de symétrie là. Donc, il va être comment ce champ? Ben oui. Il va être comment ce champ? Est-ce que vous voyez que le champ il va être comme ça? Ce serait un peu étonnant parce que si je tourne le plan, le champ il est censé suivre. Mais pourtant, si je tourne le plan, ce sera le même plan. Donc, il peut être que suivant cet axe-là. Il y a une symétrie de révolution autour de l'axe OM ici. Si je tourne le plan, ça ne changera pas la distribution de charge, donc ça donnera le même champ. Donc le champ, il n'y a pas d'autre solution que d'être dans l'axe. Il peut être vers le bas, vers le haut, mais en tout cas, il est sur l'axe. D'accord? Par symétrie, c'est sûr. Donc le champ est sur l'axe. Très bien. Ça aide beaucoup. Parce qu'on sait déjà que chaque petit élément de surface va contribuer au champ comme ceci. D'accord? Enfin, cet élément de surface, il crée un champ comme ça c'est sûr. Mais il y aura le même élément de surface ici qui va créer le champ exactement de l'autre côté, comme ça. Et c'est pour ça que la composante horizontale ici va être compensée par la composante horizontale du point symétrique. Donc finalement, la contribution de ce petit point-là, enfin de cet élément de surface au champ au point M, ne va être que la composante suivant l'axe, je vais appeler ça UZ, que suivant l'axe UZ de son champ. Donc je me fiche complètement de calculer cette composante-là, parce que de toute façon, c'est certain, c'est qu'elle va être compensée par celle-là. Donc je vais m'intéresser que à la composante verticale ici. OK ? Mais du coup, si je m'intéresse qu'à la composante verticale, ce point-là va contribuer à la même composante verticale. Puis celui-là aussi, en fait. En fait, tous les points qui sont sur un cercle ici, ils sont tous à la même distance du point M. Donc le 1 sur R2, le 1 sur PM cube, là. Enfin, le PM sur PM cube, ça va être le même dès lors que je le projette là-dessus. OK ? Donc ça va être astucieux de regrouper tous les points qui sont à la même distance. Alors, par rapport au centre O ici de ce cercle, je vais prendre la contribution. Je vais prendre la contribution de cette petite couronne qui est au rayon R et qui a une épaisseur dr. Tous ces points-là vont contribuer un petit peu de champ ici que je vais appeler DE. Champ créé par la couronne entre R et R plus R.
dans le plan. D'accord ? Et ce champ, je sais déjà qu'il va être suivant UZ. Alors, que vaut ce champ DE ? Il vaut la charge qu'il y a dans la couronne, dQ, sur 4pi epsilon 0, bon ça d'accord, divisé par la distance au carré, je vais appeler ça d carré. D c'est ça, hein, la distance. Chaque petit élément là, ils sont tous à la même distance d. Et puis, ça va être... Alors, ce petit élément-là crée ce champ-là. Ce petit élément-là crée ce champ-là. Le petit élément devant crée le champ qui part derrière. Hein. Donc, les contributions des champs de chacun des petits éléments ici, décrit un cône là, mais ça va s'annuler sur toutes les... Enfin, ça va s'annuler dans le plan horizontal, et il va rester que la composante verticale. La composante verticale, ça va être ça fois cos θ, si θ est cet angle-là. D'accord ? Donc cos θ plus z. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? La deuxième question, c'est est-ce que vous auriez su l'écrire ? Alors, troisième, c'est est-ce que vous sauriez dorénavant l'écrire ? Si vous avez compris, vous saurez le faire maintenant. Alors, est-ce que vous le voyez bien, ça ? Une charge Q crée un champ Q sur 4pi epsilon 0 D2 U, enfin, R2, enfin, c'est pas le même R, B au carré, fois U dans la direction. Ça, vous savez, ça c'est le champ créé par une charge. Et bien là, j'ai plein de charges qui créent un champ Q sur 4pi epsilon 0 distance au carré, ça, là. Hein, ce dQ, c'est la charge élémentaire qu'il y a là-dedans. Et ça le crée. Alors chacun le crée sur un vecteur U différent, mais comme je m'intéresse qu'à la composante suivant Z, chacun, en fait, produit la même chose suivant Z. Et ça produit ce que ça produit par là fois cos θ suivant Z. C'est juste la projection sur Z. Ouais? Non? Moyen? Ouais? Non? Qu'est-ce qui vous... Ce qui vous gêne, est-ce que c'est le fait que je regroupe des composantes qui ne pointent pas toutes dans la même direction? Non? Ça va? Vous avez exprimé sigma ds avec cos θ, c'est ça? Non, le dQ, ça maintenant, ça va être sigma ds maintenant. Alors ce dQ, maintenant, c'est ça la question. Que vaut dQ? Eh bien, ça vaut sigma fois la surface de la couronne. Et la surface de la couronne, c'est 2 pi r dr. D'accord? Un pi r carré, ce serait la surface complète, mais voilà, je prends que ce qui a une distance r, puisque tous les points à la distance r vont contribuer autant au champ ici. Autant en norme, mais pas en direction. Chacun va avoir sa propre direction. Mais du coup, mais comme je sais déjà que ce n'est que la composante suivant Z qui va être non nulle, donc ça, voilà, ça c'est la norme du champ E contribué par chacun de ces points ici. Et donc, suivant UZ, bah, c'est la norme projetée, c'est le vecteur projeté sur l'axe Z. Et donc, c'est la norme fois cos θ. Donc ça, c'est la norme du champ E pour chaque petit point, fois cos θ, ça me donne bien le champ E dans la direction Z. Ouais. Non? Si, c'est bon? Si? Bon.
Alors du coup, j'ai DE qui vaut... Alors j'ai sigma fois 2pi sur 4pi epsilon 0, ça fait sigma sur 2 epsilon 0, fois R dr cos θ sur D2 plus Z. Yes? Alors là, vous voyez que j'ai deux variables, j'ai θ et R, mais elles sont reliées. θ et R, en fait, on a R qui vaut H fois tangente θ, si H est la distance ici. Pareil pour D, absolument, tout ça est lié. Donc on va tout exprimer soit en fonction de R et on sommera de 0 à l'infini pour R, soit en fonction de θ et on sommera de 0 à pi sur 2 pour θ, pour prendre tout le plan. Et puis voilà. Alors je vous suggère de le faire en fonction de θ, mais... alors, donc, or, R égale H tangente θ. D'accord? Et D... Et D c'est H sur cos θ. D'accord? Ouais. Donc, si je remplace R et D par ça, je vais avoir que des θ, mais il y a dr ici que je dois transformer en dθ, parce que je vais sommer sur θ. Alors comment il suffit de différencier ça. Si R ça vaut ça, alors dr ça vaut dérivée de tangente. Non. La dérivée de tangente, soit c'est 1 plus tangente carrée, soit c'est non? Tangente θ, c'est sin sur cos. Donc la dérivée de ça, c'est la dérivée du premier, donc ça fait cos θ sur cos θ, là, ça fait 1. Moins 1 sur cos carré θ fois sin fois la dérivée de ça, donc moins cos, donc plus sin carré sur cos carré. Et maintenant, si vous multipliez en haut et en bas par cos θ, ça va vous faire cos carré plus sin carré qui fait 1 sur cos carré θ. C'est bon. Donc si vous avez un doute, au moins sachez le refaire en une ligne. Ok? Donc, R vaut ça, D vaut ça, dr vaut ça. Il n'y a plus qu'à le mettre là-dedans, intégrer sur θ, et c'est fini. Alors, let's go. Je réécris DE. Le champ E élémentaire créé par la petite couronne élémentaire située en R et d'épaisseur dθ vaut sigma sur 2 epsilon 0. Alors, R, je vais l'écrire pédestrement et puis on fera les simplifications après. Donc, H tangente θ fois dr. H sur cos carré θ dθ fois cos θ divisé par d carré. Et d carré, c'est H2 sur cos carré θ. Et tout ça, ce sera suivant UZ. Bon, il y a du H carré en haut, H carré en bas. Il y a du cos carré en bas et ça qui est en haut, donc il reste cos θ fois tangente θ. Et tangente θ, c'est sin sur cos, donc ça fait finalement sin. Donc finalement, ça fait sigma sur 2 epsilon 0, sin θ dθ, UZ. Voilà DE. Et si on veut E total, c'est la somme.
de θ égale 0 à θ égale pi sur 2, sur tout le plan, de dE. Donc, de sigma sur 2 epsilon 0, sin θ dθ, uz. Et la somme de sin de 0 à pi sur 2, ça fait somme de sinus de 0 à pi sur 2. Ça fait moins cos entre 0 et pi sur 2. Donc ça fait 0 moins moins 1, ça fait 1. Moralité, E égale sigma sur 2 epsilon 0 uz. Alors là, deux choses. D'abord, je ne l'ai pas dit explicitement, j'aurais dû... Ça, c'est le champ E pour un point qui est au-dessus du plan. S'il était en dessous, ce serait opposé. J'ai supposé ici que θ... Enfin, bon, d'accord, je vais projeter sur uz. Si j'étais en dessous, la projection sur uz serait négative. Enfin, ce serait sur moins uz. Bon, je vais appeler ça E+, si vous voulez. Mais les normes surprises, peut-être, enfin, je ne sais pas si ça vous surprend, c'est que ça ne dépend pas de H. Ça ne dépend pas de H. Donc que vous soyez près du plan ou loin du plan ou à 1 milliard de kilomètres du plan, c'est le même champ E. Attention, on a un plan infini. Hein. Mais ouais. Bah, ou alors on s'est trompé. Mais on ne s'est pas trompé. Ça ne dépend pas de la hauteur au-dessus du plan. Et ça, c'est parce qu'effectivement, on a sommé jusqu'à l'infini, là. Et donc, si on est plus loin... Alors évidemment, si on est plus loin, la contribution de ce qui est là en dessous de nous, elle est plus faible, c'est en 1 sur R2, c'est sûr. Par contre, on va être sensible à des cercles beaucoup plus grands. Le problème, c'est que quand on est tout près, dès qu'on est loin là, dès qu'on est un tout petit peu loin, le champ, il est présent, mais sa composante suivant Z, elle est très faible. Puisque, vous voyez, enfin, la composante horizontale, enfin, ou quasi horizontale, elle va être composée par tout autour, et il n'y a que la composante verticale qui compte. Donc, plus on est loin, moins on contribue. Si vous voulez... Je vais effacer ça. Là, je vais effacer là. Si vous avez une certaine hauteur H1 ici, prenez un cercle d'un certain rayon là. Et puis maintenant, prenez prenons ce cercle, voilà, prenons ce cercle. Enfin, cet anneau. Cet anneau contribue ici en 1 sur cette distance au carré, mais uniquement la composante projetée là-dessus. Si maintenant vous êtes beaucoup plus près, ou si vous êtes plus loin, si vous êtes plus loin, le 1 sur R2 est plus grand. Donc, chaque partie contribue moins. Par contre, la projection sur l'axe, elle est plus grande. D'accord ? Si vous êtes tout près ici, la projection sur l'axe, elle est quasi zéro. D'accord ? Et bien finalement, ça se compense. Ouais. On peut pas dire, je crois que ça s'appelle du fractal, quand on voit la même situation. Oui. Alors, j'emploierai pas le mot fractal pour ça, mais effectivement, une autre façon de le voir, c'est de tout zoomer. C'est-à-dire, cette situation-là, c'est la même que celle où il est beaucoup plus loin, vu de plus près. Ça c'est pas une fractale.
Non, une fractale, c'est une courbe qui est effectivement invariante d'échelle, mais qui peut avoir... Enfin, non, je dirais pas ça comme ça. Je dirais simplement qu'il y a une symétrie, symétrie d'échelle, oui, une symétrie par zoom. Bon, enfin bref, le résultat est là. Ça ne dépend pas de H. Le champ est le même dans toute la moitié supérieure du plan et dans la moitié inférieure en dessous, là, ça vaudra exactement pareil de l'autre côté. Donc si j'écris E- maintenant, en dessous du plan, eh bien ça va valoir moins sigma. C'est le même calcul, hein, sauf que j'avais projeté sur UZ, maintenant je projette sur... c'est sur moins UZ, donc projeté sur UZ, ça va juste faire un sigma sur 2 epsilon 0 UZ. Donc voilà, on a déterminé le champ créé dans tout l'espace par un plan infiniment chargé de surface sigma. Alors ce que vous voyez, c'est qu'on a une discontinuité du champ E entre juste en dessous et juste au-dessus. La discontinuité du champ, si vous voulez, c'est E plus moins E moins. Eh bien, c'est égal à donc, sigma sur 2 epsilon 0 moins 2 sigma sur epsilon 0. Ça fait sigma sur epsilon 0 U1, 2, U moins plus, quoi. Je vais l'appeler U orthogonal au plan. Alors ça, c'est un résultat très important qui est très général. Là, on l'a calculé pour un plan. Mais c'est un résultat très général qui est valable. Alors, à chaque fois que vous traversez une surface uniformément chargée, enfin, il suffit que ce soit chargé, pas forcément uniforme d'ailleurs, juste, si vous regardez, enfin, en chaque point, donc, prenez une surface comme ça, vous avez un conducteur chargé, je sais pas, ou autre chose, en surface, en un point donné, vous avez un certain sigma, une certaine densité surfacique. En un autre point, ça peut être une autre, peu importe. Mais autour de ce point-là, à la traversée de la surface, vous avez toujours le champ qui subit une discontinuité égale à sigma sur epsilon 0 perpendiculairement à la surface. Donc en ce point-là, ça va être comme ça. En ce point-là, vous allez avoir une discontinuité comme ça. Attention, c'est la discontinuité qui est comme ça. C'est-à-dire le champ là, moins le champ juste au-dessus, moins le champ juste en dessous, c'est égal à sigma sur epsilon 0 U delta. Alors dans un conducteur, on verra que le champ à l'intérieur d'un conducteur, c'est 0. Par conséquent, vous savez que le champ juste au voisinage du conducteur, c'est toujours exactement égal à sigma sur epsilon 0, parce que de l'autre côté, il y a 0. Donc la discontinuité, c'est le champ qui a le côté externe. Le champ sera toujours sigma sur epsilon 0 et sera toujours orienté orthogonalement au conducteur chargé. Après, le champ, il peut faire des tas de choses, mais au voisinage du conducteur, c'est toujours égal à sigma sur epsilon 0 U delta. On le reverra avec le théorème de Gauss de façon complètement générale. En tout cas, on l'a vu sur ce cas particulier. Si vous calculez le champ créé par un plan infini uniformément chargé, on trouve ça d'un côté, ça de l'autre. C'est juste symétrique, hein. Si on a l'un, on a l'autre, bien sûr. Et donc, ça fait une discontinuité. Quoi d'autre? Ben, voilà, c'est pas mal. Et la composante tangentielle La composante tangentielle est continuelle. Voilà. La discontinuité est entièrement... Bon, là, il se trouve qu'elle est 0, la composante tangentielle, mais dans un cas général, elle peut ne pas être nulle. Par contre, elle va être continue. La discontinuité est entièrement dirigée suivant la perpendiculaire à la surface. Donc retenez ça aussi, on y reviendra, mais vous pouvez déjà l'anticiper. Enfin, anticiper le fait de le retenir. Quelle heure est-il? 54. 55. Peut-être s'arrêter alors. Ouais, d'accord. Ok. On se voit quand mercredi? Mercredi. Ok.